Investir dans les ETF, c'est quand même la garantie d'avoir un retour sympathique, sans trop se prendre la tête et sans trop prendre de risques. Mais c'est aussi la possibilité de bien se faire carotter. Regardez. Alors, Xavier, est-ce que t'aimes les devinettes? Ah oui, j'aime bien, vas-y. Mhm. Alors, peut-être que tu connais les chiffres, peut-être que tu les connais pas, mais est-ce que tu as une idée du nombre d'ETF en circulation dans le monde? Du nombre de fonds. Ouais. Ouais, non, je dirais 8000. Waouh, Non, c'est tu trop. me scies, Xavier. Tu me scies. Si c'est vrai que tu connaissais pas les chiffres, c'est exactement ça. Ah bon? Donc Ah, c'est j'allais dire 4-5 000 et puis je me suis dit non, allez, il y en a combien? non non, félicitations. Donc là j'ai les chiffres de 2021 et il y a 8552 ETF. Donc j'imagine qu'aujourd'hui on est peut-être à quelque chose comme 9000. Parfait. Donc ouais, t'étais Je vraiment vais faire un petit ticket de loto en, en sortant non non, de l'enregistrement. t'étais pile dans la fourchette. Félicitations. Est-ce que tu as une idée du nombre d'ETF qui meurent après une année? Oh, j'espère pas tant que ça quand même. Du pourcentage? C'était un Ouais. pourcentage, toi? Oh, je sais pas, je dirais 10%. Ouais, c'est un poil moins. T'en as un sur 20. Ah T'as ok, un bon, c'est ETF sur rassurant. 20 Ouais. qui est, voilà, qui est fermé après un an. Après 5 ans, Après 5 ans, ça doit monter peut-être à 30%. t'es très bon, c'est 25%. T'as Ok, 25% des ouais. ETF qui disparaissent après 5 ans. Donc, ouais, t'as un très bon sens, Xavier, des chiffres, mais je m'y attendais un petit peu. Et donc, moi, en fait, le genre de choses que ça m'évoque comme réflexion, c'est que, tu sais, c'est un marché, les ETF. Mhm, clairement. Et donc, ça veut dire que une fois que tu as l'ETF qui reproduit le marché américain, une fois que tu as l'ETF qui reproduit le monde, sur quoi se font la différence avec les nouveaux entrants? Et donc, j'imagine que tu as deux possibilités. Tu vas avoir tu vas pouvoir créer un ETF qui se démarque parce que tu fais des frais qui sont moins élevés. Le problème, c'est que les ETF qui existent déjà, on est proche de zéro. Les meilleurs ETF et les plus larges, tu as des frais en France, tu peux avoir du 0,07 si tu prends les gros de iShares et de Vanguard. Donc, ce que Mhm. tu vas devoir faire, c'est soit être capable de faire une méthodologie qui est meilleure que les méthodologies existantes, donc avec une possibilité quand même de pas mal te planter, ou alors ça va être le marketing qui va faire la différence, c'est que tu vas créer des ETF qui vont être un peu fashion sur les thématiques du moment, et donc avec un plus gros risque que le fonds se crache, et avec également des frais plus importants Mhm. pour le client. Et donc, est-ce qu'on est d'accord que la bonne approche en matière d'ETF, c'est plutôt de prendre peut-être les plus ennuyeux, les plus larges et les moins coûteux? Moi, en tout cas, c'est ma manière de voir. Et je suis tombé en préparant cette émission, parce que moi, je cherchais un truc très précis. Donc, je cherchais les ETF thématiques. Hein, je pense qu'on en reparlera. Donc, j'ai trouvé une étude d'octobre 2022 d'Université de l'Ohio qui est super bien faite et qui étudie les ETF et notamment les lancements en fait d'ETF. Et ils expliquent que, comme tu le dis, en fait, il y a deux types. Il y a Mhm. les indices larges qui ont les fees très basses, etc., etc. C'est ceux qu'on connaît le plus. Et puis, tu as ceux qui sont là pour surfer sur la vague avec des gros frais, etc. Et en fait, ils ont regardé si tu investis dans les jours suivant le lancement d'un de ces ETF, qu'est-ce que ça donne en termes de rendement. Et en Mhm. fait, c'est assez dingue. C'est-à-dire que tu perds en moyenne 6% par an par rapport à un indice standard, 6% par an pendant 5 ans. Tu perds en moyenne 30% sur ces fameux ETF marketés avec des beaux titres bien à la mode, etc. Et en fait, ils ont fait plein d'analyses, etc. C'est assez long. Enfin, ça fait 80 pages l'étude, mais ils terminent par dire c'est pas une histoire de frais, de ci, de ça, c'est purement qu'ils lancent au pic.
En fait, comme Mhm. leur business, c'est pas de faire de la performance, leur business, c'est d'attirer des actifs sous gestion, et ben, ils vont forcément rentrer dans tous les trucs à la mode. Tu vas avoir l'ETF crypto au pire moment, l'ETF cannabis au pire moment, etc. Mais je le savais, je le ressentais, mais j'étais content que quelqu'un fasse une étude de 2000 à 2019, donc ils ont quand même pas mal bossé. Étude sur 5 ans, donc c'est quand même assez long. Tu vois, c'est pas juste, je sais pas, un ETF intelligence artificielle. Tu peux dire, OK, il y a un petit coup de mou pendant 1 an ou 2, mais après, c'était quand même une bonne idée. Ben non, 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 en Mhm. moyenne, sur 5 ans, c'est une très, très mauvaise idée. Et effectivement, C'est, ouais, ouais. sur les ETF, excuse-moi, je termine juste là-dessus. Sur les ETF, moi, je vais être un peu. Voilà, les ETF, au départ, ils sont partis sur les gros indices. Et moi, je suis fan de ces ETF-là. Après, ce qu'ils ont fait sur les smart beta, sur les indices thématiques, etc., non, ça, je pense qu'il y a la valeur ajoutée est très, très faible. Mais oui, parce que c'est effectivement ça qui est tentant, c'est de se dire, il y a ce nouveau secteur qui émerge et je n'ai pas assez de connaissances dans le secteur pour pouvoir sélectionner des entreprises, donc je Mhm. vais acheter le paquet. Et donc comme ça, sur le papier, ça a l'air d'être raisonnable et évidemment qu'en termes de communication, ils vont axer là-dessus. Mais en vérité, effectivement, on a le risque d'arriver au pire moment et vu que c'est spécifique, bah, les frais sont plus élevés. Donc à terme, on a vraiment on risque d'avoir beaucoup de désavantages. En termes de stratégie d'allocation de portefeuille, moi je te dis ce que je fais et puis Mhm. tu me diras si c'est, si ça correspond un petit peu à ce que tu vises. Mhm. Aujourd'hui, je suis à 60% actions et 40% ETF. Donc c'est D'accord. comme ça que c'est comme ça que je me suis organisé. Je pense que je vais inverser ça au fur et à mesure que je vais me rapprocher de la retraite et je le fais de façon à peu près mécaniquement parce que moi j'ai deux portefeuilles, j'ai deux comptes titres. J'en ai un sur lequel je ne fais que réinvestir les dividendes et les Mhm. dividendes je les réinvestis dans des ETF. Donc mécaniquement la partie ETF va augmenter. Et sur mon autre compte titre, là, je vais être plus orienté action que je sélectionne. Mais mon objectif, ça va être, bah, plus j'arrive vers la retraite, plus je vais être investi dans des ETF. Donc moi, je suis à peu près à 50% d'ETF. Mhm. 50% d'ETF, ça peut paraître élevé, mais il faut voir que moi, j'ai un fichier Excel dans lequel j'ai toutes mes positions dans mes assurances vie, PEA, le compte trésorerie de ma boîte qui est totalement en compte titre. J'ai même des plans épargne retraite qui sont totalement en action sur des ETF, etc. Donc c'est pour ça que les ETF, c'est quand même le plus simple dans des enveloppes pas très flexibles comme les assurances vie ou d'autres plans un peu de ce type-là. Et après, forcément, c'est les comptes titres, bah voilà, c'est là où j'ai le plus d'actions. Donc, je suis à peu près 50-50. Après, oui, moi, c'est vrai que pour le côté revenu, oui, toi, tu parles vraiment de dividendes. Donc, forcément, dividendes, vu que tu as quand même une tendance à aller chercher les dividendes, bah, c'est sûr que tu en as plus que sur les ETF. Moi, je constate quand même, je sais pas, en termes de volatilité, c'est à peu près la même chose. Je pense que mon portefeuille action est Mhm. tellement euh, diversifié et c'est presque un petit fonds dans le sens où j'essaie d'être diversifié, d'avoir des positions. Enfin, mes positions les plus risquées sont les plus petites, etc. Je constate pas de différence de volatilité par rapport aux ETF, je veux dire. Mais c'est vrai que quand je prends un ETF monde que j'ai dans certaines enveloppes, c'est vrai que tu as vraiment l'impression d'avoir le bulldozer un peu, en tout cas depuis ces dernières années, qui parfois se prend des coups, mais qui profite aussi toujours un peu, tu vois, qui a Mhm. toujours une partie sur laquelle tu pariais pas, en fait, qui te sauve. Tu te dis, ah, l'Europe, il y en a peut-être un peu trop dans l'ETF monde, et puis bah, tu es bien content qu'il y ait de l'Europe quand l'Europe surperforme. Tu vois, ce genre de choses, tu es bien content d'avoir des émergents par Mhm. moment, ou bien sûr des États-Unis, etc., etc. Donc, je suis pas si loin que toi, en fait, de ça que toi, surtout que moi, je suis plus vieux, donc et puis il y a le côté facilité des ETF. Quand tu te dis, ah, le Mhm. marché, là, il est quand même pas très cher, c'est le moment de rajouter, etc., mais que tu n'as pas envie de t'embêter, bah, hop, t'achètes une ligne d'ETF et puis t'es un peu tranquille. Est-ce que tu as fait des grosses erreurs en matière d'ETF? Tu sais, tu commences à investir dans quelque chose et au bout d'un moment, tu te dis, non, en fait, c'est vraiment trop nul. Alors, dans l'ensemble, je suis hyper méfiant sur les ETF, tu sais, un peu à la mode, etc. Une erreur que j'ai faite, c'est que j'ai investi dans le FTSE EPRA Rate, etc. Donc, en fait,
c'est un ETF immobilier européen et qui est un des rares éligibles au PEA, accessoirement. C'est pour ça que... Et en fait, erreur basique, c'est que je ne suis pas allé voir tout de suite ce qu'il y avait dedans. Et en allant voir, alors je crois que c'est plus le cas, hein, mais en allant voir à l'époque, il y avait quasiment que des promoteurs. Enfin, en premier rang, il y avait 2-3 promoteurs immobiliers et non pas des foncières. Donc il y a une énorme différence entre la promotion immobilière, qui est un business hyper risqué et il y a des faillites à chaque fois qu'il y a une crise immobilière, et puis posséder un immeuble qui vous paye des loyers. Ça n'a rien à voir en termes de risque, etc. Et j'ai regardé récemment et je crois qu'il y avait quasiment plus de promoteurs ou je sais pas. Mais tu vois, c'est typiquement l'erreur de base de pas aller voir ligne par ligne ce que c'était. Et de mémoire, c'était un gros promoteur allemand qui était quasiment la première ligne du truc. À part ça, je réfléchis. Non, j'ai jamais eu de grosses déceptions sur les ETF. Parce que toi, je vois à ton regard que t'en as. Ouais. Les pires des pires des pires, je t'ai envoyé une capture d'écran parce que c'était rigolo. C'est des bons de court terme du gouvernement allemand. Et ça, c'était phénoménal. Ça, en termes de, le truc, c'est un toboggan. On a l'impression que quand on regarde le cours de cet ETF, c'est une chute sans fin. Et je m'étais forcé à investir dedans parce que c'était au tout début de mon parcours d'investisseur. Je voulais créer un portefeuille all-weather portfolio, tu vois. Donc, il fallait que j'ai la catégorie action, il fallait que j'ai la catégorie bon de long terme, il fallait que j'ai la catégorie bon de court terme. Et j'avais trouvé celui-là. Et en fait, c'est une calamité. C'est un ETF. Depuis qu'il a été instauré, il a perdu 1, 2, 3% par an. Et ça, enfin, je me disais, en fait, ce qui m'a poussé à le garder un petit peu, c'est que je me disais, mais il doit y avoir des cycles. Donc, à un moment, ça va commencer à remonter. Mais même pas, en fait. Même pas, cet ETF est une chute sans fin. Donc, vous pouvez aller voir si vous voulez rigoler. Je vous conseille vraiment d'aller voir la courbe de cet ETF. Comme ça, vous allez voir ce que ça veut dire qu'un vrai toboggan. Le graphique est vraiment impressionnant. Pour ceux qui n'iront pas le voir, c'est une droite descendante en fait. Et ça me fait presque penser qu'à un moment, et je pense que c'est ça d'ailleurs, je pense qu'à un moment, les taux monétaires très très court terme sont passés en dessous des frais que prend l'ETF presque. Tu vois ce que je veux dire? Il était structurellement perdant en fait. Ça fait penser à ça, c'est fou. Et puis, moi, de toute façon, même si j'apprécie les portefeuilles très diversifiés, parce que j'aime bien le côté allocation d'actifs, comme tu dis, avec du all-weather, c'est-à-dire on prend un peu de tout pour pouvoir être à l'aise dans toutes les conditions de marché. Et depuis le moment où les banques centrales ont manipulé les taux, et pire, depuis le moment où les taux sont devenus négatifs, moi, j'ai plus pu toucher à ça. Et il y a des gens qui me disent oui, mais si les taux deviennent encore plus négatifs, les ETF, ou les obligations vont continuer à monter. Mais si tu veux, tu surfes sur un truc qui à un moment va s'effondrer. Et je vous rappelle, comme d'habitude, que vous avez sous cette vidéo le lien vers l'épisode complet. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et surtout n'hésitez pas à nous laisser des gentils commentaires avec 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre application de podcast préférée. Ça nous aide beaucoup à vous apporter de la valeur. Côté investissement maintenant, ce qui va mettre du piment dans ma soirée d'investisseur, c'est qu'une nouvelle propriété est arrivée sur la marketplace de Realty. Donc je vais acquérir ça, une maison multifamille avec un revenu de 9,81, donc ça va, on n'est pas loin de 10%, donc je vais acheter des petits morceaux de cette maison pour continuer d'avoir mon portefeuille qui grandit. Et en fait, regardez, c'est assez intéressant. Vous voyez, je commence à mettre ici les revenus que j'ai chez Realty, et donc j'investis vraiment des petites sommes à chaque fois, mais j'adore ce genre de courbe. J'adore ce genre de courbe où vous voyez une progression régulière des revenus. Donc les propriétés que vous achetez chez Realty, vous payez les loyers tous les lundis, et voilà, ça progresse tranquillement, ça progresse joliment. Et mon objectif pour cette année, c'est d'arriver à quelque chose comme 25 € par semaine, donc 100 € par mois. Ce sera déjà une belle étape. Et vraiment, quand vous avez des propriétés qui vous donnent pas loin de 10%, vous avez des effets cumulés qui sont très intéressants, d'autant plus que vous avez régulièrement des propriétés de réinvestissement. Vous voyez là, celle-là vient d'être vendue, mais mes loyers au cours des dernières semaines étaient directement réinvestis dans cette maison avec un rendement
lendemain de 10-21, donc c'est quand même intéressant, hein. Vous avez un effet boule de neige qui peut se produire très rapidement. C'est joli quand on regarde mois après mois, vous voyez la vitesse, décembre, janvier, bim, et donc on va essayer voilà, d'aller toujours plus haut, toujours plus fort. Et si vous voulez vous lancer dans l'aventure Realty, vous avez mon lien affilié sous cette vidéo, ça ne vous coûte rien de passer par ce lien, et ça me rapporte un petit quelque chose, et ça me motive évidemment à continuer de vous faire autant de vidéos les amis. Toujours côté investissement, j'ai décidé de mettre un peu de billes dans un de mes dividendes aristocrates, voire même dividende king, le genre d'entreprise qui augmente son dividende depuis depuis près de 50 ans ou plus de 50 ans, je ne me souviens plus. En tout cas, il s'agit de Procter & Gamble, donc vous savez, c'est le genre de boîte qui fait du shampoing, des couches, du déodorant, des produits d'entretien, etc. Donc vous avez une boîte qui est très bien diversifiée, c'est de la consommation de base, et voilà, bah, c'est pas la boîte qui m'anime le plus, mais vous avez quand même un dividende régulier, un dividende qui grandit régulièrement, et si je n'investis pas là-dedans, mon portefeuille n'est pas assez diversifié, donc des fois je me force à l'équilibrer avec ces secteurs que je regarde moins, mais qui offrent quand même de belles performances sur le long terme, comme la consommation de base. Donc voilà, quelques petites billes dans Procter & Gamble. Et l'objectif évidemment, c'est de voir ce graphique continuer d'atteindre des sommets. Vous voyez qu'on a touché 164,58 € en ce mois de janvier, et on va essayer de faire mieux mois après mois, trimestre après trimestre, jusqu'à ce qu'on atteigne 1000 €, puis 2000 €, et comme ça avoir un vrai beau complément de revenus grâce aux dividendes. Et je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous bénéficiez d'une action gratuite dès que vous créditez votre compte. Prenez bien soin de vous, et à très vite pour de prochaines news.